Je n'avais pas prévu de m'adresser à nouveau à vous, mais la situation l'exige. En effet, la situation financière de TVL reste totalement préoccupante si nous ne bouclons pas notre budget avant la mi-juillet, et ce n'est actuellement pas le cas. Concrètement, malgré votre mobilisation, il nous manque quoi ? 300 personnes qui envoient un don de 100 €. 300 personnes qui envoient un don de 100 €. Voilà l'enjeu. Il n'est pas mince, j'en suis conscient. Et pourtant, cela représente 22 minutes de propagande de France Télévisions avec nos impôts. Je compte sur vous pour répondre à cet appel à l'aide pour votre télévision, celle de vos idées. Retirez-nous cette épine du pied pour nous permettre de repartir d'un bon pas pour les prochains mois à l'avance. Merci. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr. Cette phrase de Jean Racine tirée d'Hermione illustre bien ce que furent les rapports entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle. Car il est bien connu qu'il arrive un moment où les titans se combattent entre eux. Et les relations entre le maréchal Pétain et son brillantissime poulain, de Gaulle, n'échappèrent pas à cette malédiction. Deux grandes figures de l'histoire qui, chacun, à un moment de leur vie, marquèrent le destin de la France. Pétain, en 1917, lorsqu'il prit le commandement des armées françaises, et de Gaulle, en 1940, en continuant le combat, puis en 1944, empêchant le pays de devenir un satellite des États-Unis. Semblables par bien des points, partageant chacun à leur époque une vision moderne de l'armée, tous les deux hommes du nord de la France, d'un côté un Philippe Pétain profondément ancré dans sa terre familiale, sa famille s'y perd dans ses racines les plus lointaines, paysans, petits bourgeois ou propriétaires. Pétain est un officier pauvre qui toute sa vie gardera le sens de l'économie. Catholique, il n'est pas calotin comme beaucoup de ses camarades. Libre penseur militaire, il est aussi très libertin et cultive le goût des conquêtes. Comme il le dira fréquemment, ses deux passions sont l'amour et l'infanterie. Charles de Gaulle, lui, est bien né, fils d'Henri de Gaulle, professeur reconnu au collège de l'Immaculée Conception de la rue de Vaugirard à Paris. Possédant un triple doctorat, sciences, lettres et droit, Henri de Gaulle est un légitimiste convaincu d'une grande piété sans être bigot. Il a été éduqué, formé et intellectuellement nourri par les jésuites et il est père de 5 enfants. Son fils, Charles, brillantissime, est doué d'une prodigieuse mémoire qu'il s'emploie sans cesse à travailler. Il grandit dans un milieu ultra-traditionnaliste qui ne sera pas sans marquer ses idées. Philippe Pétain, Charles de Gaulle, Saint-Cyr est leur bahut commun. Et c'est au 33e régiment d'infanterie que de Gaulle choisira de passer son année de service. Et ce régiment est commandé par un vieux colonel du nom de Philippe Pétain. La destinée va alors les mêler à tout jamais. Ils ont 34 ans d'écart, mais une chose les lie profondément, leur non-conformisme. Et c'est cette histoire commune tourmentée et tumultueuse que nous allons évoquer en compagnie de notre invité, le général Michel Issaverdens. Michel Issaverdens, bonjour. Bonjour. Vous êtes Saint-Cyrien, un cavalier. Vous avez fait votre carrière dans l'arme blindée et vous avez également eu des responsabilités dans le domaine de la maîtrise des armements. En gros, vous avez travaillé sur le désarmement et ça vous a amené à effectuer de nombreuses missions en Europe de l'Est, beaucoup en URSS à l'époque, puis en Russie et dans le Caucase. Je précise que vous êtes également diplômé de Sciences Po et de l'Institut national des langues orientales, Langso, section russe. Donc vous parlez russe couramment. Et la raison de votre présence sur ce plateau est la réédition d'un livre publié aux éditions Godefroy de Bouillon, Pétain et de Gaulle, une part de vérité. Alors, je fais votre mini-CV, vous n'êtes pas historien, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est qu'assez vite, je me suis aperçu que sur cette période, disons entre la Première Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on nous mentait, souvent par omission. Oui. Et ça m'a pris très jeune, c'était malheureusement il y a des siècles,
quand je passais de 7e en 6e. C'est pas tout jeune. J'ai fermé mon livre d'histoire qui se terminait par une magnifique photo ou image en couleur du général Leclerc arrivant sur la place de l'Étoile à la tête d'une armée innombrable dans laquelle il y avait quelques Américains. J'avais 10 ans, j'en ai conclu que c'était lui qui avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, que c'était lui qui avait organisé le débarquement et que les Américains avaient envoyé un bataillon symbolique. 1 ou 2 ans après, j'ai appris la vérité et j'ai été choqué. J'ai été choqué, malgré mon jeune âge, qu'on nous mente dans les livres d'histoire. Oui. Et puis, par la suite, mon père a combattu dans la 5e DB, l'armée de Lattre. J'ai constaté qu'on parlait beaucoup de la 2e DB, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, mais qu'on ne parlait pas beaucoup de l'armée de Lattre, dont j'ai découvert l'existence à travers mon père uniquement. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait eu, pendant cette période, un certain général Juin, qui avait fait des choses pas mal non plus, dont on ne parlait pas. Voilà. Et alors je me suis un peu plongé dans l'histoire de cette période, et j'étais un peu choqué par le manichéisme que j'y ai trouvé. Les uns étaient tout blancs et les autres tout noirs. Et l'histoire, c'est pas ça. J'ai trouvé ça bizarre. Et alors, un jour, dans une librairie, j'ai trouvé un livre préfacé par Chevènement, un livre d'histoire de Dimitri Caselli, et Chevènement le dédicaçait, le préfaçait, en écrivant enfin un livre objectif qui ne plonge pas dans le manichéisme. Je l'ai acheté évidemment et je suis retombé dans le manichéisme. Les uns étaient encore tout noirs et les autres encore tout blancs. J'ai écrit à Jean-Pierre Chevènement, qui m'a répondu, et sur certains points que je lui soulignais, il m'a dit « je vais faire corriger ». Je n'ai pas été voir. Mais voilà l'origine, si vous voulez. C'est un peu une colère contre le manichéisme, c'est ça. Alors, vous, dans votre livre, vous, effectivement, donc l'histoire, il n'y a pas que des bons et des méchants, et vous intitulez votre premier chapitre « De Gaulle, fils spirituel de Philippe Pétain ». Alors, j'ai dit très rapidement qu'ils s'étaient rencontrés pendant l'année de service de Gaulle lorsqu'il était à Saint-Cyr. Il arrive dans le régiment commandé par le colonel Pétain. Alors, à l'époque, qui est le colonel Pétain? Donc, nous sommes en 1912. Voilà. Oui. Donc, qui est le colonel Pétain à l'époque? Il n'est pas très jeune déjà. Non, il a 56 ans, je crois. Oui. Donc, pas loin de la retraite. C'est un poireau, comme on dit à l'époque. Je ne sais pas si on dit ça. Pour moi, c'est plutôt un général. Enfin, c'est plutôt général. Bref, il commence son régiment et puis il terminera sa carrière juste après, normalement. Et donc, il n'a pas eu une carrière brillante. Pourquoi? Parce que malgré des notes très correctes, il était non conformiste. Il s'opposait aux doctrines de l'époque. Par exemple, la doctrine de l'époque, c'était « en avant toute, j'attaque, 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 et je finirai par avoir l'ennemi ». Et lui, il disait « attendez, il faut quand même être... Le sang des soldats, c'est quand même précieux. On ne va pas les faire tuer par bataillon entier en pantalon rouge face aux mitrailleuses allemandes. Commençons par bombarder l'ennemi à coups d'artillerie, et après, on enverra nos soldats. » Mais ce n'était pas dans la ligne. Donc, il n'était pas très bien vu. Et ça déplaisait. Oui, parce que c'était pas dans le... C'était pas dans la ligne. Mais c'est ce qu'il enseignait. Alors, c'est ce qu'il a. C'est comme ça qu'il entraînait son régiment. Oui. Quelquefois, en outrepassant les ordres de son chef. Donc encore une fois, il était pas très bien vu. Mais ça, du coup, De Gaulle, qui est arrivé dans son régiment, a eu beaucoup d'admiration pour ce colonel, qui a eu le courage de s'opposer à quelque chose qui était admis par tous, mais que lui réfutait. Et ça crée des liens entre eux, bien que, comme vous l'ayez dit, ils aient une bonne génération de différence. Oui, mais alors, est-ce que on sait quel est le regard de l'un sur l'autre? Ah oui, on sait que De Gaulle avait beaucoup d'admiration pour son colonel, et on sait que le colonel avait une admiration, j'allais dire, filiale, pour ce jeune sous-lieutenant qui débarquait de Saint-Cyr, et qui était plein d'entrain. Qui se fait déjà remarquer. Mais qui se faisait déjà remarquer par son entrain, mais aussi un peu, il faut le dire, par son orgueil. Oui. Déjà un petit peu. C'est-à-dire qu'il est très... Il se sentait un peu supérieur aux autres. Il l'était peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, pour un jeune sous-lieutenant, c'est un peu désagréable. Alors quel point, c'est pas l'image qu'on se fait de Pétain en revanche, mais qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Comme point commun, ils ont qu'ils refusent la doctrine officielle de l'époque, comme je disais tout à l'heure, d'attaquer quoi qu'il arrive en condamnant des hommes et des hommes et des hommes. Et que eux, ils pensaient qu'il valait mieux
utiliser l'artillerie, utiliser le terrain en manœuvrant intelligemment, au lieu de partir bêtement tout droit face aux mitrailleuses allemandes. Donc sur ces deux points-là, ils s'accordaient. Alors la guerre de 14-18 va les séparer, et puis elle propulse Pétain au premier plan, tandis que De Gaulle, lui, est capturé et il revient de la guerre. Bon, il a un peu le goût amer d'avoir raté la victoire. Quel est après la guerre de 14-18, quel est leur chemin respectif? Ils vont se retrouver, mais avant qu'ils ne se retrouvent. Oui, alors pendant la guerre, si je peux ajouter deux mots sur la guerre, je vous en prie. J'ai lu à plusieurs reprises que Joffre avait condamné Pétain parce qu'il n'obéissait pas. Il avait le petit doigt sur la couture du pantalon. En le nommant commandant de la 2e armée qui en gerbait Verdun. Oui. Moi, je trouve que c'est un raisonnement un peu curieux, parce que Joffre, quand il voulait punir un général, il ne se gênait pas, il l'envoyait à Limoges, il le limogeait. Alors que là, au contraire, il l'a nommé à la tête d'une armée, et pas n'importe laquelle, celle qui en gerbait Verdun, où les Allemands marquaient leur effort. Alors qu'on ne dise pas que c'est une sanction. Et ensuite, si vraiment on l'avait sanctionné, pourquoi est-ce qu'on lui aurait confié le commandement de toute l'armée française au moment le plus difficile, au moment des révoltes, et pourquoi on l'aurait nommé maréchal de France si vraiment il avait été mauvais, comme beaucoup le disent. Et De Gaulle lui fait quel? De Gaulle, il a été fait prisonnier dès 1916. Ouais. On dit que les Allemands ne lui ont pas rendu son arme parce qu'il ne s'est pas beaucoup battu, mais ça j'avoue que je n'en sais rien. C'est peut-être de la médisance. Il y a beaucoup effectivement de légendes. Je n'en sais rien. Donc après-guerre, qu'est-ce qu'ils deviennent l'un et l'autre? Après-guerre, Pétain devient, disons, le patron de l'armée française, et il fait venir De Gaulle, dont il se souvient, comme une de ses plumes. Oui. Il devait avoir une... C'est courant, ça, d'avoir des oui, c'est courant, mais aujourd'hui, le chef d'état-major des armées, il a des plumes. Un certain nombre d'officiers dont j'ai été pendant quelques années, sont les plumes du chef d'état-major. Tout chef a des plumes. Oui. On dit des nègres aussi. Ne serait-ce que pour une question de... Une plume. Et donc, parce qu'il admirait le style de Gaulle, qui rédigeait bien en bon français, etc. Et il lui a confié, à lui puis à d'autres, mais en particulier à lui, la rédaction d'un livre qui devait s'appeler Le soldat français. On en reparlera. Voilà. Et donc il se retrouve, donc il le prend, en gros, il le prend sous son aile, dans son écurie, dans son écurie, et non seulement il le prend dans son écurie, mais il le pousse. Bien que De Gaulle soit d'un grade relativement modeste, capitaine, il l'envoie faire des conférences à l'école de guerre, ce qui n'est pas très bien vu par les autres. Faire des conférences alors que lui n'a même pas encore fait l'école de guerre. Si, après qu'il ait fait l'école de guerre. Justement, on va parler de l'histoire de l'école de guerre, parce que c'est important. Bon, je vais peut-être un peu trop. Je crois que oui. Donc, est-ce qu'on peut dire déjà que Philippe Pétain voit finalement en De Gaulle ce qu'il était lui jeune, dans la manière d'aller contre l'ordre établi finalement. Alors, sur ce point de vue-là, peut-être. Sur d'autres, je ne pense pas, parce qu'ils n'ont pas du tout le même tempérament. Non, je ne pense pas, mais il avait beaucoup d'admiration pour lui. Professionnellement parlant, j'entends. Hein. Professionnellement parlant, oui, certainement, oui. Professionnellement parlant, sans doute, oui. Et il y a toujours, là, de la part de Gaulle aussi, une grande admiration pour une grande vénération. Ils sont sur la même longueur d'onde dans leur vision de l'armée. Oui. D'accord. Donc De Gaulle rentre à l'école de guerre, et je crois qu'il y a l'épisode de la mention. À la sortie de l'amphi-garnison, il a une mention passable. À l'issue de l'école de guerre, il n'est pas très bien noté. Alors je note quelque part. Une mention assez bien. Oui, je ne sais pas très bien. Oui, enfin, on note surtout que c'est son orgueil qui le dessert. Qui le dessert. Et c'est écrit en toutes lettres dans ses notations. Et Pétain a fait corriger ça, ce que je trouve un peu bizarre, mais enfin, il a fait corriger ça en mieux. Il a remonté ses notes. Et ensuite, il l'a fait désigner comme conférencier à l'école de guerre, qui a créé des remous. Mais je crois qu'il y a une anecdote d'ailleurs quand il rentre dans l'amphi où Pétain fait passer De Gaulle avant parce que c'est lui qui est le conférencier. Parce que c'est lui le conférencier, oui. Il y a quelque chose comme ça. Alors, mais on peut se dire aussi que finalement Pétain continue à aiguillonner la hiérarchie en poussant De Gaulle. Il continue à pousser De Gaulle, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, il aiguillonne aussi sa hiérarchie. Il se venge, mais... Il pousse De Gaulle malgré les avis contraires de ses collaborateurs. Voilà, donc il y a une première friction quand même. Au moment ils travaillent ensemble sur un livre sur le soldat français.
Et finalement, le livre ne va pas sortir tout de suite, ou va pas, enfin, il est mis. Non, Qu'est-ce qui se il ne passe va à pas ce sortir moment-là? tout de suite pour plusieurs raisons. D'abord, à un moment, De Gaulle est absent, il est affecté quelque part, je ne sais plus où, et un autre prend sa place provisoirement. Et De Gaulle revient, si j'ai bien Je crois compris. qu'il part en Pologne, non, il n'y a pas. Alors, il y a eu la Pologne, oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être ça. Non, je ne sais plus. Et puis, surtout, Pétain est un peu déçu par le style trop littéraire de Gaulle, pas assez concret. Et par exemple, Pétain avait demandé qu'à la fin, il y ait tout un paragraphe sur les leçons à tirer de la guerre. Et ce paragraphe n'existe pas. Et puis, on parle à peine dans ce livre, on parle à peine, à propos de la Première Guerre mondiale, on parle à peine de Verdun. C'est quand même grave. Bon. Et puis, on ne parle pas assez des avions, du rôle des avions, sur lequel Pétain insiste beaucoup. Ouais. Et donc, Pétain demande à De Gaulle de corriger, et De Gaulle refuse. Ce qui fait que ça se termine assez mal. Et du coup, Pétain décide de ne pas d'arrêter les frais. D'accord. Bon, D'arrêter les frais. Mais, quelques années plus tard, De Gaulle ayant gardé les archives... On y viendra. Bon. On va suivre chronologiquement jusqu'à, si vous voulez, ce qui c'est vraiment la séparation. Parce que, entre-temps, il y a la parution du Fil de l'épée. Oui. Et là, il y a quand même une... Enfin, je ne sais pas si on a la dédicace dans le livre, je crois que oui. Racontez-nous le Fil de l'épée. Alors, le Fil de l'épée, c'est dédicacé au maréchal Pétain. Je vais lire, j'ai retrouvé la dédicace dans votre livre. Oui. Cet essai, Monsieur le Maréchal, ne saurait être dédié qu'à vous, car rien ne montre mieux que votre gloire, quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. Il écrit bien. Hein. Oui, c'est bien écrit. Donc là, j'imagine que Pétain est plutôt satisfait. C'était sans doute une époque où le contact n'était pas rompu. Et ça montre la vénération réciproque. Encore une fois, malgré la différence de génération. On peut dire qu'effectivement, De Gaulle a été le poulain de Pétain, oui. Alors, en revanche, les relations vont se dégrader totalement en 1938. À peu près à cette époque-là, oui. Là, avec la parution du livre « La France et son armée », oui. dont le livre dont nous parlions à l'instant, Le soldat français, était resté dans les tiroirs. Oui. Alors, c'était le brouillon. Qu'a fait De Gaulle? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, à ce moment-là? De Gaulle avait gardé ce travail que Pétain avait décidé d'arrêter, et il l'a terminé, et il l'a publié sous son propre nom. Ce qui est un peu scandaleux, parce que c'était un travail d'état-major. Il était une des plumes. Normalement, le rédacteur officiel, c'était le maréchal Pétain. Moi, comme beaucoup d'officiers, j'ai servi à l'état-major des armées, j'ai été une plume pendant quelques années, et j'ai pas été vendre en librairie. Moi, j'ai pas le style de Gaulle, là, évidemment. Mais j'ai pas été vendre en librairie ce qu'on m'avait demandé de rédiger pour le patron, pour le SEMA. Et donc là, c'est pareil, il y a une histoire de dédicace que fait changer Pétain. Alors, De Gaulle avait rédigé une dédicace, et Pétain n'était pas très content de cette dédicace. Il dit, bon, allez, je vous accorde, publiez ce livre, d'accord, mais changez la dédicace. Et De Gaulle a mis une nouvelle dédicace sans la lui montrer, qui est assez sèche, à la limite de la provocation. Alors là, ça a été donc là, la on peut rupture. dire que la rupture est consommée Oui. à ce moment-là. On est en 1938 et la guerre arrive rapidement, l'année suivante en 1939. Oui. Et là, est-ce qu'on peut dire que la rupture, il se fréquente un petit peu quand même au gouvernement de Paul Reynaud? Forcément, parce que... Est-ce qu'on sait quels sont les rapports entre les deux hommes à ce moment-là? Alors, si vous voulez, Pétain était à Madrid, était appelé par Paul Reynaud vers la mi-mai, et il remplacera Paul Reynaud vers la mi-juin. Et De Gaulle était sous-secrétaire d'État à la Défense. Bon, en fait, De Gaulle n'a pas eu vraiment à ce moment-là de contact direct avec Pétain. Il avait plutôt des contacts avec Weygand, qui était ministre de la Défense, et les contacts n'étaient pas bons. Avec Weygand non plus? Non, avec non plus. Les contacts étaient même assez mauvais. Voilà. Mais lorsqu'il se retrouve rarement aux réunions du Conseil ou... Si, il se retrouve souvent. Oui, avec Pétain. Oui, mais Pétain... Et les hommes s'ignorent à ce moment-là? C'est pas vraiment ça, c'est qu'ils étaient à deux niveaux différents. Pétain était au niveau de la politique. Il était vice-président du Conseil. De Gaulle était sous-secrétaire d'État. Et puis en plus, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que ça se passait au mois de juin. Et comme vous le savez, dès le 17 juin, le 16 ou le 17, De Gaulle est parti à Londres. Donc en fait, ça n'a pas duré longtemps. Alors, vous employez une drôle d'expression en parlant justement du départ de Gaulle à Londres. Vous parlez du meurtre du père. Oui. Je parle du meurtre du père, c'est surtout à propos des discours de Londres. Oui. Parce qu'en relisant les discours de Londres, je me suis aperçu que De Gaulle
enfonçait beaucoup, envoyait des piques très dures, quelquefois personnalisées contre le maréchal Pétain, en tout cas contre le gouvernement français qui était sous la botte allemande, mais ne condamnait pas les nazis. Enfin, en tout cas, j'ai relu plusieurs discours, je n'ai pas trouvé de condamnation des nazis. Alors peut-être qu'il y en a-t-il que je n'ai pas trouvé, c'est possible, mais je trouvais qu'on condamnait davantage le gouvernement français, qui était déjà dans une situation difficile, que l'ennemi. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu choquant. Alors justement, c'est ce que vous reprenez dans votre livre. Il y a toute une série d'affirmations faites par De Gaulle. Oui, ou d'autres. Oui. Ou d'autres. Mais on sent qu'il y a cette espèce de guerre entre les deux hommes, toujours par ondes ou par voie de presse interposée. Oui, mais la guerre, elle est enclenchée par De Gaulle. Pétain, à un moment, a dit « Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque comme ça par les ondes ?» Il n'a pas eu tort de partir. Si j'avais son âge, j'aurais sans doute fait la même chose, a dit Pétain. Vous pensez qu'il y a quand même encore une admiration ça ne peut pas se terminer comme ça brutalement. Mais il est horriblement déçu par ces attaques très dures. Alors, une des principales accusations que l'on porte, c'est Pétain a été un des principaux responsables de la défaite de 1940. Alors, est-ce que c'est vrai ? Écoutez, Pétain, il a quitté les affaires vers 1930, donc 10 ans avant 1940. Alors quand même, désigner comme responsable quelqu'un qui a quitté les affaires 10 ans avant, c'est pas très sérieux. Si on voulait désigner des responsables, ce serait surtout, à mon avis, ceux qui ont refusé de voter les crédits militaires, comme Léon Blum, par exemple, ou tous ceux qui étaient antimilitaristes et qui voulaient pas qu'on ait trop de chars parce que ça aurait montré qu'on était offensif alors qu'il fallait donner une image défensive. C'est plutôt ces gens-là, à mon avis, qui ont empêché l'armée française d'être prête à la guerre. Et alors, il y a toujours aussi la question de l'armistice. Est-ce que l'armistice était un déshonneur ? Et vous faites, ce qui est très intéressant dans ce chapitre consacré à l'armistice, c'est que vous faites vraiment la différence entre armistice, capitulation. Est-ce qu'il fallait capituler ? Est-ce que c'est un acte politique, un acte militaire ? Alors, est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs quelles sont, parce que ce sont des nuances. On a tendance effectivement à mettre tout dans le même lot, mais non, il y a des vraies nuances. Donc je prends un exemple. En 1870, le général Bazaine, enfermé dans Metz, a capitulé. Ça veut dire, j'arrête, vous avez gagné. Je me rends. Je me rends. Bon, la guerre est finie, vous avez gagné. Bon. Un général n'a pas le droit de capituler. S'il capitule, on doit le fusiller. Or, Paul Reynaud était favorable à la capitulation. C'était une honte, la capitulation. Et il a dit au général Weygand, « Allez, mon général, il faut capituler. » Et Weygand lui a répondu, « Monsieur le Président, si je capitule, vous devez me fusiller demain matin. Est-ce que vous êtes prêt ?» Ça l'a fait réfléchir, quand même. Pétain, lui, était favorable à l'armistice. Armistice, ça vient du latin, dont j'ai oublié le mot exact, qui veut dire Waffenstillstand en allemand, arrêt provisoire des combats. Arrêt provisoire des combats. Si c'est provisoire, ça veut dire qu'on a une arrière-pensée et qu'on pense le reprendre quand on pourra. C'est ce qu'a fait, il y a très longtemps, en Russie, face aux Mongols, un certain Alexandre Nevsky, qui a dit à ses amis, cousins et des différentes principautés russes, écoutez, ils nous ont écrasés, pour l'instant on ne peut pas grand-chose, mais préparons la revanche. On en a fait un saint Alexandre Nevsky. Pétain, on l'a condamné, et De Gaulle, depuis Londres, a dit qu'il avait capitulé. Justement, il a refusé de capituler. Il a demandé l'armistice pour ne pas capituler. Parce que les armées auraient capitulé, Weygand aurait capitulé. Fini. Ça voulait dire on a perdu. On a perdu, donc les Allemands, il n'y aurait pas eu. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu? Peut-être les Allemands auraient sans doute envahi tout l'ensemble du pays. L'Uchronie, mais. Oui, c'est difficile à dire, mais peut-être que les Allemands se seraient installés dans l'ensemble du pays, peut-être en Afrique du Nord. Alors voilà, ça c'est effectivement. Bon, ça, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire que l'armistice a sauvé l'Afrique du Nord? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Churchill. Churchill a dit l'armistice, heureusement qu'il y a eu l'armistice, ça a sauvé l'Afrique du Nord, d'où on a pu relancer les opérations. Alors il y en a qui nient ce fait et qui disent Hitler n'avait pas l'intention d'aller en Afrique du Nord. C'est possible, mais alors je pose la question, pourquoi a-t-il demandé plusieurs fois à bénéficier de différents aérodromes en Afrique du Nord, ce que Pétain a refusé, on oublie de le dire. Pourquoi a-t-il demandé à bénéficier de l'utilisation de la voie ferrée
qui allait du Maroc à la Tunisie, ce que Pétain a refusé, qu'on oublie de dire, c'est qu'il avait une idée derrière la tête quand même. Vous pensez qu'il pensait préparer éventuellement une revanche, un retour? Il y a ça, il y a le fait qu'il ait demandé des possibilités en Afrique du Nord, et il y a le fait qu'il a demandé à l'Espagne, à Franco, la possibilité de passer par l'Espagne. Donc ça aussi, ça fait beaucoup de raisons, à mon avis, qui font qu'il pensait à l'Afrique du Nord. Or, Franco a refusé qu'il passe par l'Espagne. Et savez-vous pourquoi? Parce que 8 jours avant de recevoir Hitler, de rencontrer Hitler, il a rencontré Pétain. Et Pétain lui dit, écoutez, Franco, surtout, je sais par l'ambassadeur du Japon, qui va vous demander de laisser passer ces forces allemandes chez vous. Surtout ne le laissez pas passer, parce qu'elles iraient immédiatement au Maroc. Et Franco a refusé. Alors, autre reproche, ou contre-vérité, Pétain aurait mis fin à la République. Qu'en est-il de la République au moment du vote du 10 juillet? Est-ce que... D'abord, la Troisième République était déliquescente. Oui, mais en termes de droit. En termes de droit, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Sénat et les députés, se sont réunis et lui accordaient les pleins pouvoirs. Comme l'ont dit des historiens que je ne suis pas, et des spécialistes du droit que je ne suis pas, il n'y a rien de plus démocratique. Il n'y a pas eu de putsch. Non. Il n'y a pas eu de putsch. Alors on fait, les 80 qui se sont opposés, les 80 députés ou sénateurs qui se sont opposés à cette décision, on en fait des héros. Mais en démocratie, c'était des minoritaires. Et les majoritaires ont raison par définition. Mais est-ce que la République, est-ce qu'on peut dire que Pétain a mis fin à la République? Est-ce que la République est abolie à ce moment-là? On a appelé ça l'État français. Et pourquoi? Pourquoi? C'est pas Pétain qui l'a inventé. C'est dans le texte voté par les députés, que je ne connais pas par cœur, mais que je mets dans mon livre. Donc on donne la confiance au maréchal Pétain à l'État de diriger l'État français. Donc on met fin aux fonctions du président de la République, c'est comme ça que l'a compris Albert Lebrun. Est-ce qu'on met fin à la République? J'en sais rien. Enfin, on met fin à son organisation telle qu'elle était jusque-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on donnait les pleins pouvoirs à Pétain en vue de rédiger une nouvelle constitution. Or, cette nouvelle constitution, elle a été prête fin 43, début 44. Et, curieusement, je trouve que je l'ai lu plusieurs fois, je trouve que la constitution de la Ve République ressemble furieusement au projet de constitution du maréchal Pétain. Mais ça, je ne sais pas si je le droit de dire. Mais c'est en annexe dans le livre, nos lecteurs, nos téléspectateurs. Et en particulier, donner le droit de vote aux femmes, mettez en place un Premier ministre. Oui. Donc il y a un Premier ministre depuis la Ve République, mais Pétain avait déjà prévu, dans son projet de constitution, la mise en place d'un Premier ministre. Donc je suppose que les rédacteurs de la constitution de la Ve République ont dû en partie s'inspirer de ce projet. Autre chose que De Gaulle a pu reprocher à Pétain, c'est d'avoir livré aux Allemands des bases en Syrie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, d'abord, il faut savoir que Pétain ne dirigeait pas un pays en paix, tranquille, avec une Allemagne amie à côté. Il vivait dans une situation épouvantable, avec un chantage de tous les jours, en particulier sur les prisonniers. Monsieur le maréchal, vous voulez pas? Eh bien, les prisonniers n'auront rien à bouffer pendant 8 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Je n'en sais rien. Bon. À un moment, donc, chantage aux aérodromes de Syrie. De quoi s'agissait-il? Les Allemands ont exigé d'avoir la possibilité de faire une pause pour leurs avions en Syrie qui allaient combattre en Irak. Évidemment, les Français ont dit non, bien sûr. Il y a eu un conseil des ministres dramatique où Weygand, on a appelé Weygand, et Weygand a dit il n'est pas question d'accepter une chose pareille. Et les ministres autour de la table ont dit bien sûr qu'on ne peut pas, mais si on refuse, les Allemands se serviront d'eux-mêmes. Donc ce sera encore pire. Et donc la solution, c'était de dire, bon écoutez, on est un peu coincé, on va mettre la barre très haut en exigeant des contreparties. On a exigé beaucoup de contreparties, je le mets dans mon livre, je ne sais plus par cœur, et Pétain a exigé que, bon d'accord, mais que des avions de transport et en nombre limité. Ce qui s'est fait, et mais ça s'appelait les accords de Paris. Ou les accords de Paris, je crois, je me trompe peut-être. Eh bien, il faut savoir que au moment où il a fallu les ratifier, Pétain a refusé de les ratifier. Il a refusé de les ratifier.
Et il y a eu des représailles terribles de la part des Allemands, en particulier sur notre économie. Et alors, en contrepartie de cette affaire, le général de Gaulle a envoyé des Français et des Anglais combattre en Syrie les Français qui y étaient. Mais il est arrivé au moment où pratiquement il n'y avait plus d'avions allemands. Moi, je trouve que c'est un peu scandaleux d'envoyer des soldats français tirer sur d'autres soldats français. Alors d'ailleurs, vous parliez de Gaulle et vous parliez de soldats français qui se battent entre eux. C'est ce qu'on voit un peu plus tard en novembre 1942 avec le débarquement en Afrique du Nord, où là vraiment on peut dire que de nouveau les deux hommes vont s'affronter presque par armée interposée. Oui, c'est peut-être un peu fort ou... Oui, on va dire ça comme ça. Si vous voulez, on a reproché à Pétain d'avoir fait tirer sur les Américains qui y débarquaient. Oui. Mais là encore, la France n'était pas en paix dans un pays tranquille. La France était sous la pression nazie, surtout elle poussait, on sentait qu'ils avaient envie d'intervenir en zone libre. Et on savait très bien que si on ne défendait pas nos frontières, les Allemands l'avaient dit, ils le font à notre place. Donc si on ne se défendait pas, les Allemands viendraient en Afrique du Nord. On était condamnés, entre guillemets, à se battre. Mais Pétain avait dit, en apprenant que les Américains arrivaient, s'ils viennent, je ne sais plus les termes exacts, mais s'ils viennent avec 100 hommes, il faut évidemment les rejeter, parce que les Allemands en prendront prétexte pour venir en Afrique du Nord. Mais s'ils viennent avec une armée, il faut les accueillir à bras ouverts, parce que là, ça veut dire, c'est le début de la revanche. Et donc, quand on a vu, parce qu'on n'avait pas été mis dans le secret des affaires, bien entendu, donc on ne savait pas quel était le nombre d'Américains qui débarquaient. Quand on a vu que c'était du sérieux, à ce moment-là, Pétain a dit, bon, là, c'est vraiment du sérieux, on se met de... Donc là, il joue un double jeu, Pétain ? D'un côté, il était obligé, si c'était une petite affaire, de se méfier des Allemands. Non, mais est-ce qu'il donne des assurances aux Allemands tout en officieusement ? Alors, officiellement, il proteste par les ondes pour que les Allemands l'entendent, mais il dit aux représentants américains à Vichy, ils s'en frottent les mains, ils s'en félicitent. Et ce que beaucoup de gaullistes refusent d'admettre, il a envoyé un message par le câble de la marine à Darlan, qui était en Afrique du Nord, en lui disant « Allez-y, je vous approuve de reprendre le combat avec les Américains. » Alors, beaucoup de gens disent que ce message est une invention. Eh bien, je suis désolé, mais j'ai relu tous les actes du procès. Et au moment du procès, un certain capitaine de vaisseau, Archambault, qui a envoyé lui-même le câble, est arrivé au procès en montrant le double de ce qu'il a envoyé en Afrique du Nord, disant « Regardez, c'est bien moi qui l'ai envoyé. J'ai envoyé le câble de Pétain approuvant la reprise du combat auprès des Alliés. » Et un certain général Juin a témoigné par écrit, parce qu'on lui a interdit de témoigner oralement au procès, a témoigné par écrit « Ce message a bien été reçu par nous en Afrique du Nord et il nous a libéré la conscience. Et alors il y a un autre point d'ailleurs, puisqu'on parle de reprendre le combat ou d'esprit de revanche, il y a un fait peu connu, c'est finalement la création de réseaux de résistance qui sont financés, voire organisés par le gouvernement. Oui, alors là, je n'ai pas tous les détails, parce que c'est un sujet que je n'ai pas tellement approfondi, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, il a aidé le docteur Dungler et son successeur, dont le nom m'échappe, que j'ai dans le livre, qui ont créé un réseau de résistance en Alsace, très fortement. D'ailleurs, le docteur Barreis, a témoigné aussi en disant « c'est Pétain qui m'a sauvé ». Et puis, on a créé l'organisation de résistance de l'armée. Et puis, j'en oublie un autre. Et à la tête de ces organismes, il y avait souvent des généraux qui ont fini en camp de concentration. Je pense à de Lestrin, je pense à des gens comme ça. Vous voyez ? Donc, là encore... Mais ce sont des organisations qui, au moment de l'invasion de la zone libre, ont réagi ou se sont mises en... on réagit. On rejoint le maquis, en gros. D'accord. Et donc, là encore, pas de manichéisme. C'est trop simple, le manichéisme. Les uns n'étaient pas tout blancs, les autres tout noirs. La situation était horriblement compliquée. Ça, oui, j'imagine. D'ailleurs, à propos de débarquement en Afrique du Nord, il y a une confidence de Charles de Gaulle au colonel Rémy. Où finalement, ce que pouvait redouter de Gaulle à ce moment-là, c'est quoi ? C'est que Pétain aille en Afrique du Nord ? Oui, beaucoup souhaitaient, beaucoup des proches de Pétain, et un avion était prêt d'ailleurs pour l'emmener, lui disaient « Allez en Afrique du Nord ». Lui a dit non, pourquoi ? Alors on dit, certains ont des bêtises, on dit non parce qu'il n'aimait pas l'avion. Ça, c'est une bêtise. Il est allé en avion au Maroc. Simplement, il avait promis au peuple français de rester au milieu de lui malgré les épreuves et de faire ce qu'il pouvait pour
pour sauver ce qu'il pouvait. Quand on compare avec ce qui s'est passé dans d'autres pays dont les dirigeants étaient partis en Grande-Bretagne, je pense aux Pays-Bas par exemple, sa présence a quand même été assez bénéfique finalement. Donc il s'est sacrifié, il s'est vraiment sacrifié. Bien sûr, il aurait pu partir en Afrique du Nord et il serait revenu auréolé de la gloire. Mais c'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait à protéger le peuple français. Mais là, ce que dit De Gaulle, s'il était parti, il serait revenu sur un cheval blanc, sur un cheval blanc. Ouais. Alors on va parler un peu de De Gaulle maintenant, parce qu'on s'aperçoit qu'avec De Gaulle, il n'y a pas que Pétain qui en prend pour son grade. Il y a, vous en avez parlé, enfin, j'aimerais que vous détailliez la façon dont Juin, Delatte, Weygand ou Giraud sont traités par De Gaulle. Ça nous éclaire bien sur le personnage. Ah oui, là aussi, ça m'a pas mal choqué. Commençons par Juin, par exemple, qui est son camarade de promotion. Ils se tutoyaient puisqu'ils étaient camarades de promotion. Eh bien, Juin, qui a fait quand même des choses formidables en Italie, d'abord en Tunisie. En Tunisie. J'ai lu un jour dans une revue que les troupes françaises qui se sont battues en Tunisie contre les Allemands, dans le cadre de la coalition alliée, étaient commandées par Leclerc. C'est aberrant. Leclerc était en Tunisie, oui, mais à la tête d'une toute petite phalange, qui veut peut-être 500 hommes, je sais, et qui refusait de se mettre sous les ordres de Juin. Juin commandait la valeur d'un corps d'armée, disons, et il s'est très bien battu. Et les Américains l'ont reconnu. Et ensuite, il a commandé le corps expéditionnaire français en Italie, qui a fait l'admiration aussi des Américains. Et puis, on l'a nommé à un poste un peu honorifique, et c'est Delatte qui a pris la suite de ses forces pour remonter le Rhin, le Rhône d'abord, les Vosges, puis le Rhin, et puis jusqu'à Berchtesgaden. Et alors, parmi les trois maréchaux, Juin, Delatte, Leclerc, Delatte et Leclerc sont faits compagnons de la Libération et pas Juin. Je me demande pourquoi. Je pose la question et je n'ai jamais eu de réponse. Et Weygand aussi subit pas mal de bannis. Weygand, l'attitude du général de Gaulle vis-à-vis de Weygand est scandaleuse. Il a été, quand il était prisonnier en Allemagne, les Américains, ou en Autriche, les Américains l'ont libéré, et Delatte, qui commandait les forces en Allemagne, la guerre se terminait, a reçu de Gaulle l'ordre de s'emparer de Weygand et de l'envoyer en France pour qu'il soit mis en procès. Alors, sous quel chef d'inculpation? Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher? D'inculpation, je ne sais pas très bien sous quel chef d'inculpation, je ne sais pas. Delatte, très gêné, parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour son ancien chef, vient lui dire à 2h du matin, mon général, voilà, regardez, j'ai l'ordre de vous envoyer à Paris. Alors, il met quand même une voiture à sa disposition, avec du personnel, etc. Et quand Weygand arrive à Paris, il n'a pas le droit d'aller changer chez lui. On lui refuse. Et il est envoyé au quai des Orfèvres comme un vulgaire bandit. C'est une honte. Et ensuite, on l'a accusé de tas de choses qui étaient totalement fausses. Et son procès, à l'issue de son procès, il a été blanchi totalement. Il a été blanchi totalement. Mais pendant ce temps-là, en attendant, il a vécu comme un pestiféré. Et je me rappelle qu'au moment où il est mort, au moment de ses obsèques, j'habitais Rennes, et il est mort à Paris, et il devait être inhumé en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, à Morlaix. Comme c'est un long itinéraire, il fallait que le convoi mortuaire fasse une pause quelque part. Eh bien, les préfets ont reçu l'ordre de ne rien faire. La France n'a rien fait, et ce sont des Américains qui ont prêté un cimetière militaire américain à Saint-James, près d'Avranches, pour que le corps de Weygand puisse reposer une nuit avant de reprendre la route. Et plusieurs officiers de réserve ou anciens ont remis leur vieille tenue et sont allés veiller le corps de Weygand dans ce cimetière militaire américain parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire une pause dans un cimetière militaire français. C'est quand même une honte. On se dit que finalement tout ce qui pouvait faire de l'ombre à De Gaulle... Pourtant, personne n'a été aussi anti-allemand que Weygand. Oui. Quand même, on n'a rien à lui reprocher. Alors, on arrive au terme de notre émission. Est-ce qu'on peut dire, juste à la fin de la guerre, on paraît que Pétain aurait pensé à une transmission de pouvoir plus ou moins officielle? Il a envoyé l'amiral Offand, il me semble. Oui. Il a envoyé l'amiral Offand ça n'a rien donné auprès du général de Gaulle, parce qu'il voulait que les Français se réconcilient. Il avait préparé un discours de réconciliation. Et de Gaulle n'a pas voulu recevoir l'amiral Offand.
et a dit mais on ne va pas rétablir la République, elle n'a jamais été remise en cause puisque je la représente. Et alors quand on a interrogé Churchill sur ce sujet, il a dit moi, à la place de Gaulle, j'aurais dit à Pétain, venez descendre avec moi les Champs-Élysées. Ça c'est Churchill qui... C'est Churchill, vous voyez, qui a dit ça. Pour réconcilier les Français. Alors, on va passer sur le procès. Il y a juste une anecdote aussi, c'est que Pétain est condamné à, comment dire... oui, De Gaulle ne veut pas que la peine de mort soit commuée en détention. Oui, il envoie son chef de cabinet, Gaston Palevski. Alors quand même, normalement, le juré, il est indépendant. Demander qu'on vote la peine de mort et que lui la commuerait en détention à perpétuité. Voilà, donc il veut, lui, avoir... pouvoir jouer un rôle. Voilà, il veut avoir la main sur la dernière instants du procès. Et après la guerre, après la mort de Pétain, est-ce que De Gaulle va être obligé, parce que des fois, quand on va, par exemple, je pense à Douaumont, quand on va construire en 66, il y a un discours de Gaulle à Douaumont, il est obligé là de parler de Pétain. Comment il s'en sort à ce moment-là ? Il est obligé de reconnaître que Pétain a été un grand chef en 1916 à Verdun. On ne peut pas nier ça. Et donc il a son discours traditionnel qu'on peut comprendre, où il dit Pétain a été un grand chef en 1916, mais la vieillesse est un naufrage. Vous connaissez la phrase. Et donc ça a conduit à des désastres. Moi j'étais présent à Verdun à ce moment-là, j'étais à Saint-Cyr. Et je voudrais dire à ce sujet que nous souhaitions, enfin nous étions quelques-uns à souhaiter, nous avons chaque promotion de Saint-Cyr porte un nom. Et nous souhaitions nous appeler promotion cinquantenaire de Verdun, bien entendu. Ben, ça nous a été refusé. Alors nous portons un nom prestigieux, bien sûr, colonel Drian, mais vous voyez, jusqu'où va la mesquinerie, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on a réussi l'exploit en 2016 pour le centenaire de ne pas citer, le nom de Verdun, de Pétain. Bien. Avant de terminer, je voudrais juste ajouter une petite chose. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, sur les phares des chars. Oui. On dit que De Gaulle est l'homme des chars. Et je suis désolé, c'est faux. Qui est-ce qui a introduit les chars dans l'armée française ? Je suis désolé de le dire, mais c'est Pétain. Pendant la Première Guerre mondiale, quand on lui reprochait de ne pas attaquer tout de suite, il disait « Attendez, j'attends d'avoir un certain nombre de chars en nombre suffisant. » Et c'est ce qu'il a fait. Et il a envoyé les armées françaises à la victoire. C'est pareil pour les avions. Il a été le premier à dire « Je veux une coopération entre les chars et les avions. » Et dans les livres de Gaulle, ça n'apparaissait pas. Si, ça apparaît dans les éditions postérieures, où ça a été ajouté. Mais ça n'apparaissait pas dans les éditions d'entre les deux guerres. Cette histoire de coopération char-avion. Alors qu'on crédite ça à De Gaulle, mais c'est faux. Eh bien, écoutez, Michel Savernas, merci pour toutes ces mises au point, toutes ces précisions, ce rétablissement de vérité que nos téléspectateurs vont pouvoir trouver donc, dans votre livre Pétain et De Gaulle, paru aux éditions Godefroy de Bouillon. Je vous recommande également un hors-série, il reste des exemplaires disponibles de la revue d'histoire européenne sur De Gaulle, une histoire incorrecte. Nous allons maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire. Alors avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. À bientôt. Le 21 février 1916, l'Allemagne déclenche une attaque aussi massive que brutale sur Verdun avec pour but de percer le front français. Dans la panique, le grand quartier général envoie le général Pétain pour rétablir la situation. Et avec sa vision défensive, pragmatique, économe de la vie des hommes et favorable à l'artillerie, il parviendra à tenir ses positions coûte que coûte, tout en gagnant le cœur des poilus. Malgré tout, en mai, Joffre le remplace par le général Nivelle, accompagné de Mangin, favorable tout comme lui à la stratégie de l'offensive à outrance, très coûteuse en vie humaine. Et si la bataille de Verdun se soldera finalement par une victoire française, la paternité de celle-ci a toujours fait débat. Qui de Pétain ou de Nivelle peut être désigné comme le grand vainqueur de Verdun ?
Avant que la bataille de Verdun n'éclate et avant même que la guerre n'éclate, Pétain était encore presque un inconnu auprès des hommes. À 58 ans, à 2 pas de la retraite, il avait derrière lui une carrière honorable dont je vous passe les détails car ça n'est pas le sujet. Quand la Première Guerre mondiale éclate, le colonel Pétain met en pratique les théories qu'il a lui-même enseignées à l'école de guerre, et je reviendrai là-dessus, et il enchaîne les succès, alors même, je le rappelle, que l'été 1914 est une vraie catastrophe pour la France, avec la percée allemande, avant la fameuse contre-offensive de la Marne. Pétain couvre avec succès la retraite du général Lanrezac en Belgique, avant de participer lui-même à la bataille de la Marne, et il est même le seul à réussir une percée du front allemand en Artois le 9 mai 1915. C'est ainsi qu'il gravit les échelons jusqu'au grade de général de la 2e armée, à la fois grâce à ses exploits, mais aussi et surtout grâce aux déroutes des autres. Le 21 février 1916, l'armée allemande lance une attaque frontale d'une violence inouïe sur Verdun, et rapidement dans l'état-major, c'est la panique. Dans les premiers jours, c'est Castelnau qui tient le choc, et il faut bien insister sur son rôle capital dans les premiers instants de cette bataille de Verdun. Car c'est bien Édouard de Castelnau qui, après des exploits dans la Marne, près de Nancy et en Champagne, sera le premier défenseur de Verdun, le premier aussi à prendre très au sérieux l'attaque allemande. Tout comme Pétain, dont il est proche, ce catholique et royaliste fervent, non seulement il est hostile à la doctrine de l'offensive à outrance, mais il est également convaincu que l'attaque allemande sur Verdun n'est pas une diversion, loin de là ce que pensent Joffre et l'état-major. Du 20 au 26 février, il prend des mesures qui s'avéreront décisives pour la suite. Il fait évacuer les civils, il fait venir des renforts conséquents des Vosges, dont beaucoup d'artillerie, et surtout, il convainc les généraux de ne pas céder la rive droite de la Meuse à tout prix. Et puis enfin, c'est lui qui impose Pétain à Joffre. Voilà, maintenant qu'on a rendu à Castelnau ce qui appartient à Castelnau, parlons de Pétain et de son rôle dans la bataille et dans la victoire. Dès son arrivée à Souilly le 25 février au soir, Pétain, bien qu'atteint d'une double pneumonie, fait prendre tout un tas de mesures pour une bataille dont il pense d'instinct qu'elle sera longue. Bien aidé par ses proches collaborateurs, faut le dire, mais par son pragmatisme, son sens de l'organisation et son charisme froid, il fait armer les forts et aussi il s'évertue à assurer avant toute chose le ravitaillement avec la fameuse voie sacrée, vous savez, et aussi il met en branle tout un système d'ambulance pour soigner les blessés. Concrètement, Pétain s'ancre dans un système défensif. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochera, on parlera de défaitisme, mais ce que Pétain veut avant tout, c'est briser, contenir l'attaque allemande qu'il estime massive et préserver la vie de ses hommes. La doctrine de Pétain à ce moment-là, c'est d'opposer à l'offensive à outrance des Joffre et autres gradés de l'état-major la prépondérance du feu, c'est-à-dire privilégier l'artillerie et l'aviation de reconnaissance qui vont ensemble au sacrifice d'une marée humaine pour gagner quelques mètres. L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Voilà la pensée de Pétain. Et en cela, il tout l'oppose à Joffre et à l'état-major qui non seulement ne jurent que par l'offensive à outrance, très coûteuse en vie humaine, pas des leurs, ça il faut le dire, mais en plus ils estiment que Verdun est une diversion allemande et qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Pourquoi pensent-ils cela? J'ai envie de dire par idéologie autant que par querelle d'ego, je vous explique, parce que de leur côté, ce qu'ils préparent, c'est non pas la bataille de Verdun, mais l'offensive de la Somme avec les alliés de l'entente. Donc on a d'un côté le camp de l'offensive à outrance et de la coopération avec Joffre et les Anglais, et de l'autre, on a le camp de la France, seul face à l'ennemi pour tenir le front coûte que coûte. Voilà deux visions qui s'opposent. Bref, au début, Joffre accepte plus ou moins les incessantes demandes de renfort et de matériel de Pétain, mais il va très vite s'agacer et surtout ne pas comprendre pourquoi Pétain reste sur la défensive. Car sur place, Pétain en est convaincu, c'est le gros de l'armée allemande qui tente de percer le front et de foncer jusqu'à Paris. Et pour lui, l'avenir de la France se joue ici, non pas dans la Somme, mais à Verdun. C'est ici qu'il faut tenir pour user l'ennemi. Alors, toujours soucieux de la vie de ses soldats, il n'ordonne pas d'attaque stupide vouée à l'échec et il met tout en œuvre pour protéger ses hommes, les soigner, les ravitailler, les faire relever régulièrement. Pour le moral, c'est la fameuse Noria, et les faire tenir bon avec l'aide de l'artillerie et de l'aviation. Au passage, je précise que Joffre, de son côté, disait que l'aviation militaire ne servait à rien. Je le cite, « Tout ça, voyez-vous, c'est du sport, mais pour l'armée, c'est zéro. » Quel visionnaire. Enfin voilà la situation, mais malgré tout, Joffre s'impatiente.
Il faut des résultats, voyez, et en plus de ça, les pertes s'aggravent. Pas à cause de Pétain, mais à cause des assauts allemands qui redoublent d'intensité. Pétain tient bon, il harangue ses hommes avec le 9 avril le célèbre « Courage, on les aura » et ça marche. L'attaque allemande vient se briser sur les positions françaises et l'offensive s'enlise. Malheureusement, ça ne suffira pas. Joffre est exaspéré par la durée et le coût de cette bataille. Il veut en finir pour passer à autre chose, à l'attaque de la Somme qu'il prépare avec les Britanniques. Et donc il finit par désapprouver le plan de Pétain. Le 1er mai, Pétain est écarté, gentiment écarté. On lui refile le commandement du groupe Armée Centre, 800 000 hommes, mais ce n'est plus lui qui commandera directement Verdun. À sa place, Joffre place le général Nivelle, secondé par Mangin, avec pour mot d'ordre d'attaquer et encore d'attaquer. Ainsi, malgré les supplications de Pétain, c'est la stratégie de l'offensive à outrance qui va se mettre en place. De mai à juillet, Nivelle et Mangin vont lancer une chier d'attaques tout aussi meurtrières et inutiles les unes que les autres. La situation ne se débloquera qu'en septembre, mais pas grâce à eux. Elle se débloquera grâce, entre guillemets, à l'offensive lancée sur la Somme et aussi la reprise des opérations en Russie, qui va forcément dégarnir le front allemand et décourager le moral des soldats. C'est ça qui va permettre à Nivelle et Mangin de reprendre le dessus et entre autres de reprendre le fort de Douaumont le 25 octobre. C'est ça, c'est la reprise des hostilités sur le front russe et le lancement de l'offensive dans la Somme. C'est pas leur stratégie de mort à tout va. Alors je sais, Napoléon disait lui-même qu'il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec, mais là tout de même c'est délirant. Au final, sur le moment, la gloire de la victoire de Verdun va revenir à Nivelle et à Mangin. Alors quand je dis la gloire, c'est celle des journaux et de l'état-major, car du côté des poilus, Nivelle et Mangin, on les surnomme le massacreur et le mangeur d'hommes. Voilà leur petit nom. La vapeur va s'inverser après le massacre du chemin des dames. 100 000 soldats français mis hors de combat en une semaine. Voilà où a mené l'offensive à outrance de Nivelle. Nivelle va donc, après ça, voir sa cote de popularité, si on peut dire, s'effondrer. Et on va ressortir Pétain des placards médiatiques pour le remettre devant le feu des projecteurs. Dans l'entre-deux-guerres aussi, c'est Pétain qui est mis en avant comme le vainqueur de Verdun, comme le dit Jean-Yves Le Naour d'ailleurs, et là-dessus, il a raison, la République avait besoin d'un sauveur, tout comme avant Verdun, elle se cherchait un leader autre que Joffre. Oui, tout ça, c'est vrai. On a d'ailleurs de très belles lignes dans la presse, notamment celle de Maurice Barrès dans l'Écho de Paris, en avril 1916, je cite « Puissance matérielle, cet homme ouvre ou contient le robinet de sang. Puissance spirituelle, il distribue la foi, l'espérance, l'énergie. Enfin, il tient dans ses mains le volant des destinées françaises. » Et c'est vrai également, Le Naour le dit aussi, que sans Castelnau, sans ces 4 jours décisifs, la bataille de Verdun aurait eu un tout autre dénouement. Oui, ça c'est indiscutable. Mais de là à faire de Nivelle le grand vainqueur de Verdun et Pétain un imposteur, ce que fait Jean-Yves Le Naour, là, c'est mon point de vue, que je n'érige pas en vérité absolue, mais c'est là où mon point de vue diverge catégoriquement. C'est l'éternel débat, éternel, mais pour moi, pour mon esprit, il est réglé, l'éternel débat entre l'offensive à outrance et le pragmatisme défensif, entre la stratégie de la marée humaine et l'économie de la vie des hommes au profit de l'artillerie. C'est la vision de l'état-major et Joffre contre celle de Pétain. Et pour moi, désolé, mais quoi qu'on en dise, c'est bien Pétain, grâce aussi au travail préliminaire de Castelnau, qui a tenu bon, qui a tout fait pour préserver la vie des poilus, leur améliorer l'existence et qui a vu sa stratégie payer face à la violence des attaques allemandes. Peu importe les intérêts de propagande de telle ou telle période. Et excusez-moi encore, mais moi, quand on le traite d'imposteur, de défaitiste, quand on ressort l'histoire de sa maîtresse, etc., tout ce qu'on veut, moi, comme l'écrit Marc Ferraud, j'estime qu'il existe 2 traditions de la victoire de Verdun. Je vous cite Marc Ferraud, celle des chefs militaires et politiques qui la mettent au crédit de Nivelle et celle des combattants qui ne connaissent que Pétain. Alors moi, je sais pas vous, mais moi entre ces deux-là, j'ai vite fait mon choix. Et puis le traité de défaitiste uniquement parce qu'il se souciait prioritairement de la vie de ces hommes, désolé, mais je trouve ça bas et pas tellement altruiste. Et qu'on ressorte sa phrase quand il dit « J'attends les Américains et les chars » en 1917,
Ok, là il attend sur l'américain, donc oui, peut-être une position attentiste, mais à aucun moment c'est pour leur laisser la victoire. Il attend les Américains et les chars pour éviter des sacrifices inutiles, puisqu'ils arrivent, alors attendons-les, et surtout, c'est lui qui préparait l'invasion de l'Allemagne et l'entrée de l'armée française à Berlin, pendant que les autres de l'état-major faisaient signer l'armistice dans le même temps, bien trop tôt, et sous la pression des Britanniques et des Américains. Un Pétain qui veut que l'armée française entre à Berlin et les autres qui négocient avec l'entente et qui font signer l'armistice. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je terminerai cet épisode en laissant le mot de la fin à De Gaulle. Oui, à De Gaulle, pour finir un épisode sur Pétain, je sais. Alors, je cite son discours du 29 mai 1966 au cinquantenaire de Verdun. « Si par malheur, en d'autres temps, dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire que 25 ans plus tôt, il avait acquise à Verdun, puis gardée en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. »